On va reprendre notre souffle et donc essayer en effet de rendre compte un peu de ce que peuvent dire les enfants sur leur lien d'attachement. L'idée, elle est la suivante, c'est de partir de l'expérience vécue des enfants pour peut-être revisiter à la fois nos théories, mais aussi nos pratiques professionnelles et pouvoir peut-être s'appuyer justement sur ce qu'ils peuvent nous en dire. Alors, la question, notamment, je dirais, de la parentalité et notamment de la pluriparentalité, c'est apparemment une notion qui, en France, commence à être pensée, mais on l'a vu, en effet, qui dit pluriparentalité, dit plusieurs figures parentales, et c'est quelque chose que nous avons quand même encore beaucoup de mal à penser. Et pourtant, aujourd'hui, si on regarde les dessins d'enfants, et si un psychologue demande à un enfant de faire un dessin de famille, eh bien on s'aperçoit qu'il y a parfois beaucoup de monde sur le dessin. Ce qui, pas seulement d'ailleurs pour les enfants en protection de l'enfance, mais aussi pour tout enfant, puisque vous le savez, aujourd'hui les familles recomposées, par exemple, font voisiner à la fois le père, le beau-père, la mère, la belle-mère, parfois deux parents de même sexe. Donc, somme toute, on admet bien que pour l'ensemble des enfants, cette famille puisse avoir de multiples visages aujourd'hui. Mais pour ce qui est de la question des attachements pour les enfants qui sont placés en protection de l'enfance, j'ai envie de dire que ça a été longtemps un impensé. Un impensé, pourquoi ? Parce que pendant longtemps, on a exclu les parents, on les a, je dirais, géographiquement mis très loin des placements, jusqu'à la fin du 19e siècle, et donc la question des doubles attachements ne se posait pas, mais aussi parce qu'en protection de l'enfance, et là cette fois dans notre siècle, nous avons longtemps nié les liens d'attachement qui pouvaient se nouer en famille d'accueil. Celles-ci devaient être des professionnels, et somme toute, il ne devait rien se passer de particulier entre l'enfant et le parent. L'enfant et le parent d'accueil. Or, aujourd'hui, je dirais, nous posons un nouveau regard quand même sur ces notions de lien d'attachement, et notamment par déjà la loi de 2007, mais surtout la loi de 2016, qui dit que nous devons veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés dans son intérêt supérieur. Ces liens d'attachement en famille d'accueil, ils se nouent parfois dans la durée, car nous avons trop tendance à penser en effet que le retour est je dirais, systématique. Or, on voit bien que quand on regarde, par exemple, pour 442 enfants, la durée de placement en famille d'accueil, on voit bien que 46,2% d'enfants sont là quand même depuis plus de 4 ans, voire parfois même plus de 10 ans. Donc nous avons à penser probablement cette temporalité qui, au fil du temps, au fil des jours, va créer évidemment des liens d'attachement qui peuvent avoir une certaine tonalité. Et puis je crois qu'il faut que nous soyons réalistes, parce que quand pour un même corpus, on demande notamment à l'éducateur référent s'il envisage sous 2 ans un retour éventuel dans la famille, c'est-à-dire chez les parents, eh bien vous le voyez que ces chiffres sont quand même assez rudes. À 54%, les éducateurs référents disent que c'est inenvisageable, problématique à 7,7%, et ils ne l'envisagent sereinement qu'à 6%. Donc, cette question de la durée parfois de certains placements, je crois qu'il faut que nous l'ayons en tête pour peut-être pouvoir travailler autrement. Dire aussi que ces enfants qui vont nouer des liens d'attachement peut-être ailleurs ont été aussi confrontés parfois à une double perte. Certes, le placement en lui-même, mais aussi parfois une rupture du couple parental qui s'est dissocié. Et comme vous pouvez le voir, la dissociation est parfois importante puisqu'elle touche près de 71% des enfants placés, beaucoup plus que dans la population normale, puisque vous le savez aujourd'hui, malgré tout, nous sommes à un divorce pour 2, donc nous sommes aussi sur des pourcentages qui sont lourds. Quand on pense lien d'attachement pour les enfants placés en protection de l'enfance, je dirais qu'il y a surtout 2 théories qui sont sollicitées. La théorie des attachements, bien sûr, que la France d'ailleurs a redécouvert tardivement par rapport à d'autres pays, avec, vous le savez, tous les travaux de John Bowlby sur les liens d'attachement sécures, ce qui est le mieux pour l'enfant, mais aussi parfois des liens d'attachement insécures évitants, insécures ambivalents, voire même des attachements désorganisés. Et puis une autre théorie est très très vite sollicitée, notamment par les professionnels, c'est la fameuse théorie du conflit de loyauté, avec l'idée qu'un enfant qui s'attacherait à une autre famille ne pourrait que vivre un conflit de loyauté, une sorte de déchirement affectif entre, d'une part, les liens d'attachement noués avec ses parents, et puis ces liens d'attachement nouveaux.
Cette théorie, elle est tellement même, je dirais, vulgarisée qu'on en oublie parfois que nous la devons à Ivan Bosmor-Nagy. J'ai beaucoup de mal avec ce nom. Alors je vais dire Nagy, ça sera plus simple, hein, qui est un psychothérapeute d'origine hongroise et qui, en effet, dès la fin des années 50, a été le fondateur de la thérapie contextuelle croisée avec l'approche systémique et la psychanalyse. Que nous dit ce conflit de loyauté, en fait? D'abord, une définition, ce serait quoi la loyauté? Ce serait le lien résistant et profond, unissant entre eux les membres d'une même famille, lien qui transcende tous leurs conflits. Et Nagy dit, la loyauté est une force régulatrice des systèmes. C'est une relation qui se joue à trois, toujours, ce conflit de loyauté, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a conflit de loyauté dès lors qu'il y a deux personnes, par exemple, deux adultes, qui revendiquent finalement une place prioritaire auprès de l'enfant. Et donc tout concept de loyauté est de nature triadique. On va mettre en effet l'enfant en demeure de privilégier une relation au détriment d'une autre. Et la question qui se pose à nous d'emblée, du coup, est celle-ci: est-ce que les liens d'attachement ne peuvent réellement qu'être hiérarchisés et conflictuels? Est-ce que vraiment nous sommes dans cette situation-là et que pourront nous en dire les enfants? Ce conflit de loyauté, évidemment, il va plonger le sujet, et notamment l'enfant, dans un dilemme très grand. Être obligé de trahir une personne que l'on aime pour être fidèle à l'autre, et vice-versa. Ces conflits de loyauté, d'ailleurs, ne sont pas, je dirais, l'apanage des enfants de la protection de l'enfance. Vous les rencontrez dans tout divorce conflictuel également, et ce n'est pas que les enfants de la protection de l'enfance qui sont confrontés à ça. Autre réflexion de Nagy qui m'a semblé très intéressante en le relisant, c'est que Nagy nous dit que finalement chaque enfant, chacun d'entre nous, d'ailleurs même adulte, nous avons une sorte de grand livre des contes et des contes. Le grand livre des contes, c'est quoi? C'est une sorte de comptabilité qui nous ferait évaluer ce que nous avons reçu de nos parents, ce que nous n'avons pas eu, que nous aurions bien aimé avoir, les erreurs ou au contraire les bienfaits reçus, une sorte de comptabilité qui serait soit à bilan positif, soit à bilan négatif. Et puis de l'autre côté, Nagy dit, nous avons aussi un grand livre des contes. Les contes, c'est les histoires que chacun d'entre nous connaît de sa famille, que l'on raconte par exemple le soir de Noël, histoires répétitives, parfois un peu lassantes, mais qui peuvent sécuriser aussi. Et la question qui se pose à nous est, mais quel est le grand livre des contes et des contes pour les enfants placés? Quelles sont les histoires qu'ils connaissent de leurs ancêtres, de leurs aïeux, et finalement, quelle comptabilité font-ils de ce qu'ils ont reçu ou de ce qu'ils ont perdu? Pour avoir une réponse à ces questions-là, et qui était aussi la question de qu'est-ce qui fait famille pour des enfants placés en famille d'accueil, j'ai fait une 50aine d'entretiens, même un peu plus, auprès d'enfants accueillis en famille d'accueil depuis au moins 3 ans, et puis également des enfants accueillants de la famille d'accueil, c'est-à-dire j'ai toujours interrogé le binôme, cet enfant aussi de l'assistante maternelle qui, lui aussi, a son corps défendant parfois, accueille un enfant au sein de sa famille et voit le visage de sa famille se métamorphoser. Alors que vont dire ces enfants? Eh bien, je vous donne un peu les résultats, on va rester que sur les enfants accueillis, c'est-à-dire les enfants de la protection de l'enfance. La surprise a été de voir que ces enfants, en fait, pouvaient se répartir en 4 groupes. 4 groupes que j'ai appelés les affiliés. Qui dit affiliation dit appartenance très forte. Et cette appartenance très forte, elle peut être soit à la famille, soit en direction de la famille d'accueil. Et puis, il y a un autre groupe qui s'est dessiné très vite, qui est le groupe des ancrés. Et vous verrez que les ancrés sont capables de jouer des pluri-attachements, finalement. Et ces 2 groupes-là, les affiliés et les ancrés, sont des enfants qui vont bien. Je n'en dirai pas autant pour les enfants que j'appellerais écartelés, et où là, en effet, le conflit de loyauté se joue. Et puis, pour un autre groupe qui pose encore plus problème, que j'ai appelé les apatrides. Donc, pour vous présenter ces 4 groupes, en fait, je vais me servir des témoignages de ces enfants. On peut en effet être affilié, et affilié soit à sa famille, et dans ce cas, c'est bien la question du lien de filiation, la question des origines et la question des racines qui va fonctionner. L'affiliation, c'est en effet le fait de se reconnaître comme appartenant à une lignée, à une famille, et donc de reconnaître ses parents comme étant ses parents, et pas seulement ses parents, mais aussi tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire une généalogie en fait.
Et vous voyez que cet enfant, Thomas, 13 ans, est en effet de façon indéfectible, je dirais, loyal à son père. Il dit ceci: « Je suis tombé dans une bonne famille d'accueil. » Et vous voyez donc que la famille d'accueil n'est pas en cause sur la façon dont il va se positionner. « Je vois ma mère une fois par mois en visite médiatisée avec mon frère et mon demi-frère. Je trouve qu'elle y fait trop attention. Elle ne veut pas se rater avec celui-là, donc elle lui dit tout le temps oui. Mon père, je le vois que pendant les vacances. Dans les deux cas, c'est la même chose. Maman dit que papa était méchant et lui dit l'inverse. Et là, il pourrait y avoir en effet conflit de loyauté entre deux figures parentales. Mais je sais bien que ce n'est pas aussi simple. J'ai dû grandir trop vite. À mes copains, je dis que je suis chez des amis. J'ai un seul ami qui est au courant que je suis en famille d'accueil, mais le pourquoi ne le regarde pas. Mais Thomas conclut: « Je me vois dans l'avenir auprès de mon père, c'est ce que l'on est en train de mettre en place, et c'est là ma place. » Il n'y a pas d'autre place envisageable pour cet enfant. Pour certains enfants, la filiation, par contre, va être une affiliation radicale à la famille d'accueil. Et cette fois, j'ai envie de dire que ces enfants, finalement, vont considérer que la filiation d'origine est une filiation artificielle. C'est ce qu'exprime Sophia, 16 ans, en disant « Je suis arrivée à 5 ans, 7 mois. Avant, c'est un gros blanc. Tout est blanc. Ma vie avec mes parents, je ne me rappelle plus du tout. Alors que j'ai un souvenir très précis de mon arrivée en famille d'accueil, c'est un bon souvenir. Il n'y a eu aucun retour pour aucun des enfants. Pour moi, c'est logique qu'il n'y ait pas de retour. Tout ce qui se passait a détruit un peu, tout ce qui est lien avec les parents. La notion de famille est bloquée. Pour moi, soit on ne se comprend pas, soit c'est difficile de se parler sans qu'il y ait des conséquences après. Il y a une incompréhension mutuelle. C'est comme si on ne se connaissait pas. Je ne peux pas même dire que c'est une notion de famille. Quand on va chez elle, c'est bonjour, on se fait la bise, mais il n'y aura pas de rapprochement, de relation, pas de souvenirs communs. C'est totalement artificiel. Tous les enfants que j'ai interrogés ont un maintien des liens par visite en protection de l'enfance, visite accompagnée ou visite non accompagnée, mais ils ont tous des maintiens des liens. Mais vous voyez que ce maintien des liens ne suffit pas à créer, je dirais, un sentiment d'appartenance. Et ces enfants, à cette dette de vie que Nagy, je dirais, présume comme étant à la base, finalement, de la loyauté, eh bien, cette dette de vie va se déplacer, en fait, vers la famille d'accueil, et sous une autre forme. Ce que dit ce jeune, c'est « ce que je suis aujourd'hui, je le dois à ma famille d'accueil. C'est grâce à elle qu'on a eu une vie, une autonomie, aller à l'école normale, savoir faire des conversations. La seule chose que je me rappelle de mon enfance, c'est toute cette famille alignée, souriante, pour nous accueillir. C'est la seule chose que je veux me souvenir, cette petite chose qui m'a donné la vie. » Et on a bel et bien, en effet, le sentiment pour certains enfants placés en famille d'accueil que finalement c'est ce regard qui les a renarcissisés et qui leur a donné aussi le sentiment pour la première fois d'exister peut-être en tant qu'enfants. Pourquoi ces enfants sont-ils affiliés à la famille d'accueil de façon aussi forte ? Eh bien tout simplement aussi parce que le grand livre des contes est pour eux illisible, c'est-à-dire le grand livre de l'histoire de la vie familiale et de la vie de leurs parents. Et peut-être que ça interroge là aussi nos pratiques. Qu'est-ce que nous activons comme mémoire familiale ou au contraire, comment est-ce que cette mémoire familiale, nous faisons en sorte au fil du temps qu'elle se perd littéralement ? Ce que dit cette jeune, c'est quand les grands frères racontent des choses d'avant, c'est un vrai trou noir. Il n'y a aucun détail auquel je puisse me raccrocher. J'ai l'impression qu'ils racontent l'histoire d'une autre famille. À l'inverse, l'histoire de la famille d'accueil est parfaitement connue avec l'histoire des grands-parents, des oncles et des tantes. Du coup, pour ces enfants, il y a le sentiment d'être étranger chez soi. Quand on a des réunions de famille, on ne sait pas qui on est mis à l'écart, on se sent seul dans les réunions de famille, on est spectateur. Comme pour mon anniversaire. On m'a mise en bout de table et les autres parlaient avec les autres. Dans cette famille, je me sens comme une étrangère, parachutée. Je ne sais pas si j'ai des grands-parents. Je connais les oncles, mais c'est très vague. Les cousins, c'est pareil, c'est très vague. Je me suis même vue voir un petit cousin et me demandais qui c'était. Je suis une totale étrangère, je suis transparente dans cette famille. Il est vraisemblable que la mise au bout de la table pour l'anniversaire était une place de roi, en fait, une place de choix. Mais ça n'a pas été du tout décodé comme cela par cette jeune, mais plutôt comme une mise à l'écart, et en tout cas, l'absence de compréhension de l'histoire familiale rend impossible, si vous voulez, l'introduction.
Ce que signalent également ces enfants qui s'affilient fortement à la famille d'accueil, c'est qu'ils ont beaucoup tenté de s'intégrer dans cette famille, dans leur famille. Ils ont fait beaucoup d'efforts, mais finalement, ils éprouvent ce que l'on pourrait appeler un épuisement à donner, que l'on retrouve au travers de ces propos. Je trouve le repos dans ma famille d'accueil, c'est cela qui est génial. Ce qui est bien avec notre tante, c'est qu'on peut être l'enfant. On peut être dans notre monde à nous, ce que vous appeliez le droit à l'enfance peut-être. Alors que chez notre mère, il faut être une mère de famille. S'occuper de tout le monde, assumer ce qu'elle ne fait pas, cela m'épuise. Dans ma famille d'accueil, c'est apaisant, c'est réconfortant, on se sent bien, on n'est pas fatigué. Peut-être qu'en effet, la loyauté peut épuiser si dans le temps long, elle n'est pas suivie, si vous voulez, d'amélioration. Et ce sont évidemment les enfants de ce groupe-là qui vont contester le plus nos choix institutionnels et nos pratiques professionnelles. Ce que dit cette jeune, c'est que notamment la mise en place des visites en protection de l'enfance, accompagnées ou pas, finalement provoque aussi des symptômes et une somatisation importante. Chez ma mère, au bout d'une journée, on a mal à la tête. À peine sorti du parking, on dort tellement on était fatigué. C'est de l'usure. Quand j'étais petite, à chaque visite, on était obligé d'arrêter la voiture pour que j'aille vomir tellement cela m'angoissait et me stressait. J'ai pu dire non à 16 ans et je n'ai ressenti aucun manque. La question est de savoir aussi comment nous interprétons ces symptômes. Est-ce que nous les interprétons du côté justement d'un conflit de loyauté qui serait à résoudre, ou est-ce que nous acceptons d'entendre que ces symptômes sont aussi provoqués parfois par un choix, qui est le choix finalement de l'affiliation à la famille d'accueil. Ces enfants ont finalement, je dirais, constitué des racines dans la famille d'accueil à la place des origines. Et ils en éprouvent en effet des bénéfices et ils emploient eux-mêmes ce terme de racine. On se sent bien dans cette famille, à notre place. Cette famille est ma famille, on connaît tout le monde, on est heureuse, on est carrément, on va dire, comme une famille recomposée. Et vous voyez qu'il est intéressant de voir que justement ces enfants essaient de retrouver des modèles dans notre société, et notamment le modèle de la recomposition familiale. J'ai choisi de travailler dans la restauration grâce à sa fille. Je l'ai vue épanouie dans ce métier, je l'ai vue faire les révisions d'examen. Étant petite, je voulais absolument ressembler à sa fille de 25 ans, même encore maintenant. C'est mon frère et ma sœur, intégralement. Avec mes autres frères et sœurs, avec lesquels je n'ai pas vécu, il y a un manque de lien et d'affinité. J'ai envie de dire que ces enfants ont dans la tête la bande sonore familiale de la famille d'accueil et non pas la bande sonore de leur famille. Ils en connaissent à la fois les rythmes, les couleurs, les goûts, tout ce qui fait le quotidien finalement d'une famille. Et ils vont évidemment du coup puiser parmi les enfants de l'assistante maternelle des modèles d'identification, parfois même désignés comme parrains et marraines les enfants de l'assistante maternelle, de familiale, voire même la nommer pour être témoin par exemple à leur mariage. Et ces racines vont leur donner des ailes. Ce que dit cette jeune, c'est faire famille, c'est avoir les mêmes souvenirs, les mêmes goûts, les mêmes valeurs, et non pas avoir des ancêtres communs. Grâce à eux, on pourra faire une famille, nous aussi, et avoir des enfants, pouvoir les élever. Si j'étais restée avec ma mère, j'aurais eu trop peur de fonder une famille. Je n'aurais pas eu le courage de réussir ma vie. À entendre donc. Ce que veulent dire ces jeunes, notamment très affiliés à la famille d'accueil, c'est qu'ils souhaitent se libérer des maux de leurs ancêtres et qu'ils veulent que nous entendions leur droit au refus, finalement, d'être débiteurs. Et donc, parce qu'il y a une naissance, d'avoir une dette de vie qui soit une dette de vie qui finalement soit pour toute la longueur de leur vie lourde à porter. Certains enfants nous reprochent par là même de ne pas avoir mis en place, par exemple, ce processus d'adoption simple dont nous parlions tout à l'heure. Certains d'entre eux ont été adoptés, et ont été adoptés, je dirais, en adoption simple. J'ai été recueillir un peu leur point de vue, et voici ce que dit Adèle, qui a été adoptée avec son frère jumeau. Elle dit une fois, avec ma sœur, qui est donc sa sœur adoptive, nous sommes allés faire les courses à Carrefour. L'une de mes sœurs biologiques travaillait là-bas. Elle nous a demandé à mon frère et à moi d'aller la voir. Mon frère a dit oui, peut-être. Moi, j'ai dit non. Je n'ai qu'une famille, ma famille biologique n'est pas ma famille. Je ne les connais pas et je n'ai rien à voir avec eux.
Je ne veux pas m'encombrer de ce passé. Si j'ai pris cet exemple, c'est parce que là encore, vous voyez que même dans une fratrie qui est une fratrie gémellaire, toutes les postures ne sont pas identiques. On entend bien que du côté d'Adèle, pour l'instant en tous les cas, c'est un non qui est un non plutôt ferme, alors que vous le voyez bien du côté de son petit frère, il y a un oui peut-être. Et je pense qu'il faut que nous acceptions de ne pas avoir des réponses univoques pour les enfants, mais peut-être justement d'entendre ce qui est leur façon à chacun de se positionner. Ça, c'est le premier groupe, et je dirais que c'est un groupe qui va bien. Quand je dis qu'il va bien, c'est qu'il va bien sur le plan psychique, sur le plan scolaire, sur le plan des amis, de l'intégration, et que ces jeunes que j'ai rencontrés ne m'ont absolument pas inquiété sur la question de leur développement. Le deuxième groupe non plus, et j'ai envie de dire que le deuxième groupe vient nous dire que les attachements peuvent être multiples. Il est possible d'être l'enfant de plusieurs parents. Et c'est peut-être à nous, dans nos pratiques professionnelles aussi, si nous pensons que ce groupe correspond le mieux à ce que voudrait, parce qu'il serait une jonction entre la loi de 2007 et de la loi de 2016 finalement, cette espèce d'articulation impossible pour le moment en protection de l'enfance, eh bien ça existe malgré tout, et c'est peut-être à nous d'y travailler. L'ancrage, pourquoi les ai-je appelés les ancrés? Tout simplement parce que, vous le savez, l'encre se lève et permet d'aller d'un port à l'autre, et de voyager, somme toute. L'encre peut être levée et jetée, et elle permet les mouvements comme les arrêts. Voici ce que dit cette jeune Cindy de 22 ans. « J'ai cette chance. Quand j'étais jeune, je n'allais pas par 4 chemins. Je présentais ma famille d'accueil comme mon papa et ma maman. Pour moi, c'est ma famille. Mais en même temps, ma maman qui a une maladie mentale, c'est ma maman. Je l'ai toujours protégée. Cela a toujours été comme cela. J'ai besoin de savoir qu'elle va bien. Je la protège, je ne lui dis jamais quand je vais mal. J'ai toujours aimé la voir, mais c'est parfois lourd. Il faut aussi que je prenne mon envol, j'y travaille. Je la connais bien, ma maman, je sais ses limites, je l'admire beaucoup, même si elle ne peut pas faire. Elle ne m'a jamais lâchée, elle m'a même accompagnée pour lire mon dossier à l'aide sociale à l'enfance. Ce petit bout de femme a eu cette force, y compris de me placer. Je suis très fière d'elle, comme je suis très fière de ma famille d'accueil. J'ai eu cette chance, j'ai reçu plein d'amour. Nul conflit de loyauté pour les enfants ancrés. Et je crois qu'il ne faut pas que nous fassions du conflit de loyauté quelque chose de systématique et d'une sorte de fatalité dont seraient porteurs tous les enfants qui aimeraient ailleurs. Les liens d'attachement peuvent bel et bien être multiples. Ce que nous pouvons néanmoins remarquer, c'est que la loyauté, du coup, n'est pas la même. Il y a du côté de la loyauté de Cindy vis-à-vis de sa maman, une loyauté, je dirais, faite d'attention douce, de vigilance. Elle est certainement dans une posture qui est plutôt une posture de protection, et donc avec une inversion des rôles, mais néanmoins une immense fierté face à ce qu'est cette maman qui, au-delà de sa maladie mentale, au-delà donc de son empêchement à être mère à temps plein, est néanmoins quelqu'un qui la soutient et qui est présent. La seconde loyauté vis-à-vis de la famille d'accueil est certes plus équilibrée, elle est plus du domaine de la réciprocité, du don contre don, mais ces deux loyautés peuvent voisiner sans pour autant s'exclure. Le troisième groupe va beaucoup moins bien, puisque là, en effet, je les ai appelés les écartelés parce que le conflit de loyauté est bien présent. La question que nous devons néanmoins nous poser, c'est est-ce que ce conflit de loyauté est quelque chose qui se crée de façon interne à l'enfant sans que nous soyons responsables, ou est-ce que parfois nos pratiques professionnelles ne génèrent pas en elles-mêmes ce fameux conflit de loyauté? Cette jeune fille, par exemple, a voulu retourner dans sa famille pour pouvoir essayer de voir ce qui s'y passait. Elle dit ceci: « J'ai été dans ma famille d'accueil de mes 2 ans à mes 14 ans. Là, à 14 ans, j'ai voulu aller voir comment cela se passait chez ma mère. Mais cela s'est mal passé, des clashs et tout. Du coup, j'ai été en foyer 2 ans. Je me suis fait virer des 2 foyers, trop nerveuse, trop de tout, de la violence. J'étais bien en famille d'accueil, mais j'avais un manque. Ma mère ne montrait pas tout. Quand on va un week-end sur 2, elle cachait bien son jeu. J'ai regretté mon départ de la famille d'accueil, mais on m'a dit que je ne pouvais pas revenir en arrière, que j'avais 16 ans, qu'il fallait que je sois autonome. Mais je regrette beaucoup. Si je pouvais recommencer, je retournerais dans la famille d'accueil. C'est ma seconde famille. Je serais restée jusqu'à la majorité. J'aurais pas mal tourné comme ça d'un coup. Chez ma mère, je ne pense pas avoir ma place. Déjà, comme si j'étais une inconnue. Encore aujourd'hui, je le ressens comme ça. On s'est pris la tête encore hier. Elle était persuadée que j'aimais bien un truc, je dis non. Elle me dit, je te connais mieux que toi. Bah non, enfin bref. Cette jeune que j'ai rencontrée a aujourd'hui un enfant de 14 mois et a toujours des liens avec la famille
Et la question que je poserais, c'est pourquoi les enfants de la protection de l'enfance n'ont-ils pas le droit d'apprendre par essai librement? Pourquoi n'ont-ils pas le droit, en effet, d'aller faire, je dirais, un séjour chez leurs parents pour voir ce qu'il en est, quitte à revenir ensuite en famille d'accueil? 16 ans, c'était semble-t-il la date de l'autonomie programmée. Je rappelle quand même qu'en France, les enfants lambda prennent leur envol à 25 ans. Ça fait quand même beaucoup de différence. Et je crois qu'on demande aux enfants les plus abîmés, qui ont le parcours le plus chaotique, à être autonomes le plus vite et à avoir des projets le plus vite. Vous allez applaudir. Ce que disent ces enfants qui sont écartelés, c'est bel et bien évidemment qu'ils ne savent jamais sur quel pied danser. C'est très dur d'avoir à la fois une relation avec sa vraie famille et avec sa famille d'accueil. On ne sait plus très bien sur quel pied danser. On voudrait prendre tous les avantages d'un côté, tous les avantages de l'autre, et le problème est qu'on ne peut pas prendre juste une seule partie. On est obligé de tout prendre. Le plus dur, c'est de quitter à chaque fois sa vraie famille pour retourner dans sa famille d'accueil. Cela laisse toujours, c'est toujours un moment où on se sent un peu bizarre, et c'est vrai aussi dans l'autre sens. On ne sait jamais où on est. Là, c'est Clément, 15 ans, qui parle, qui, vous le voyez, en effet, est un enfant écartelé, avec un risque qui est de rester un enfant de l'entre-deux, c'est-à-dire un enfant vitrine. Ce que m'a expliqué Clément, 15 ans, c'est qu'il n'avait du coup pas pu s'attacher ni à sa mère, ni à l'assistante maternelle, parce que l'une et l'autre, c'était trop dangereux. Néanmoins, il va bien, Clément, et donc il m'a surpris, je me suis demandé comment il s'était structuré. Il m'a dit qu'en fait, il y avait 3 personnes qui comptaient pour lui. Le psychologue, ce qui est très rare parce que ça fait 15 ans que c'est le même, et donc il y a eu au moins un peu de continuité là, j'ai envie de dire. Et puis, ce qu'il appelle ses frères et sœurs, qui sont en fait les enfants de l'assistante familiale, et là, ce sont ses vrais frères et sœurs. Et puis, il a eu une déclaration d'amour pour sa tante, mais comme le font tous les ados, avec beaucoup de pudeur. Il m'a dit, puis ma tante, tu sais, elle est chiante, mais elle est fière. Excusez de ce que c'est qu'un lien d'attachement, c'est pur, ça. Puis Clément, 15 ans, il nous dit aussi que ce que nous appelons le maintien du lien, et je dis bien du lien, et je crois qu'il faut que nous distinguions, que nous arrêtions de penser que le maintien du lien égale les liens d'attachement. Donc nous disons le maintien du lien, c'est le lien de filiation. Ce n'est pas à confondre avec les liens d'attachement. Ce n'est pas parce qu'il y a du lien de filiation qu'il y a des liens d'attachement. Nous avons néanmoins mis pour Clément 15 ans de visite en protection de l'enfance médiatisée à raison d'une fois tous les 15 jours. Donc il est grand, je vous demande qu'est-ce que ça a construit, nos pratiques professionnelles, et voici ce qu'il est revenu. Ce n'est pas devenu ma mère, pas vraiment, non, c'est une étrangère. Quand on est petit, on vous dit cette personne-là, c'est ta maman. Alors on garde une certaine habitude, mais on n'arrive pas à créer quelque chose en continu. Après, c'est sans doute au cas par cas, en fonction des parents. Cela peut être plus compliqué ou plus facile de créer des liens. Moi, j'avais une grande envie. Mais les petits, vous ne font pas de l'histoire. Ça, il faut qu'on entende. À chaque fois, je m'imaginais quelque chose, et c'était toujours moins bien que ce que j'imaginais. Je restais sur du web, les visites médiatisées, c'est comme si on avait une bande-annonce, jamais le film. À penser quand même. Que créons-nous dans cette espèce peut-être parfois d'acharnement à la rencontre, qui n'est pas une rencontre finalement. Le dernier groupe est celui évidemment qui est le plus impressionnant et le plus désolant aussi. Ce sont ceux que j'ai appelés les apatrides, c'est-à-dire des enfants sans terre ni racines, sans attache, qui traînent d'un lieu à l'autre. Voici ce que dit ce jeune: j'ai fait les foyers depuis mes 5 ans, et j'allais le samedi chez mes parents. J'ai fait 6 foyers en tout. Après, c'est le juge qui décide, puis une famille d'accueil pendant quelques années, avant un retour chez mes parents. Je n'ai pas l'impression qu'on m'écoute, même si je dis ce que je pense. Le juge a dit que mes parents allaient mieux, qu'ils arrêtaient de se prendre la tête, donc ils ont décidé de me remettre chez moi encore une fois, et là tout est reparti en vrille, et je suis venue ici. Mes parents se battaient, moi j'esquivais, je restais dans ma chambre, mais parfois j'arrivais au mauvais moment. Alors on ouvrait les portes, pour que les gens entendent et viennent nous aider. Le problème maintenant c'est moi, j'en ai marre de la vie, de traîner d'un lieu à l'autre. Ce jeune nous montre comment, en fait, le morcellement finalement et la discontinuité des attachements va créer ce que l'on pourrait appeler des attachements désorganisés, voire même pas de point de repère du tout. Et je crois qu'il faut que nous entendions cette espèce de fracture dans les parcours d'enfants
ils ne sont pas du tout constructifs. Quand je demande à ce jeune quel est son avenir et comment il l'envisage, il me répond ceci. Mon avenir, je le vois devant le Monoprix, à faire la manche, je galère, je ne dors pas bien. Tous les jours, je vais boire avec les SDF. Je les aime bien, je suis en sécurité, et puis ils fument tous. Cela, c'est bien. Et en même temps, cela me fait peur d'être connu. Mais tous les jours, ils m'arrangent, et moi aussi. Ils sont gentils, j'aime bien être avec eux. Ils sont toujours au même endroit. Cela me rassure. J'ai envie de dire qu'à la place de lien d'attachement, ce jeune a trouvé, je dirais, simplement un bout de trottoir, un bout de bitume, finalement, un endroit où les SDF sont au moins toujours là, toujours au même endroit. La seule continuité, c'est celle-là. Quel enseignement devons-nous tirer, nous, professionnels? J'ai envie de dire que nous devons peut-être arrêter de penser que les théories s'appliquent de façon mécanique à tous les enfants que nous rencontrons. La théorie du conflit de loyauté n'existe que si on a déjà le sentiment d'appartenir à une famille. Sinon, il n'y a pas de conflit de loyauté. La deuxième chose qu'il faut bien repérer, c'est que ce n'est pas un incontournable du vécu des enfants placés. Vous avez vu que certains enfants pouvaient très très bien naviguer d'une maison à l'autre, d'un ancrage à l'autre, sans éprouver ce fameux conflit de loyauté. Et donc ça doit nous inviter peut-être à penser ce que l'on pourrait appeler des liens d'attachement multiples. Et peut-être à revisiter du coup, y compris même les théories de Bowlby, qui, vous le savez, pendant tout un temps, a d'abord pensé que le lien d'attachement ne pouvait être que monotropique, c'est-à-dire en un mot, on pouvait s'attacher qu'à une seule personne, et c'était la mère. Et puis ensuite, Bowlby a revisité ces théories, mais il a pensé qu'en effet, les liens d'attachement étaient hiérarchisés. En tête de pont la mère, ensuite le père, les frères et sœurs, etc. Même cette théorie-là, du côté de la hiérarchie, est revue aujourd'hui par notamment le courant suisse, par François Serrolo, qui montre que les enfants peuvent s'attacher de façon tout aussi immédiate et en même temps, à la fois à la mère et à la fois au père. Peut-être pouvons-nous aussi imaginer que les enfants puissent s'attacher aussi aux familles d'accueil sans que cela devienne conflictuel. À nous d'articuler cette fameuse coéducation ou coparentalité dont nous parlons tant dans les discours, mais qui, sur le plan de la pratique, est encore peu vivante. Je pense aussi que nous devons faire attention à nos postures en tant qu'adultes et à ne pas attiser les conflits de loyauté. C'est-à-dire, par exemple, à demander aux enfants systématiquement, peut-être, de choisir ou de définir quelles sont les priorités. Les enfants peuvent aimer, je dirais, plusieurs personnes en même temps. Il n'y a pas besoin d'attiser ces conflits de cette sorte-là. Et puis de bien repérer aussi que d'ailleurs que les enfants peuvent voyager d'un groupe à l'autre. C'est-à-dire un enfant qui est écartelé peut très très bien, si les professionnels sont suffisamment judicieux pour travailler la question de la rivalité entre les parents et puis la famille d'accueil, devenir un enfant ancré. C'est toute la pratique professionnelle que nous déploierons qui permettront peut-être à un enfant de passer d'un groupe à l'autre de façon un peu plus harmonieuse. Dire aussi que les loyautés ne se décrètent pas. Ce n'est pas parce qu'on est l'enfant de qu'on est loyal à. Les loyautés sont électives et vous le savez bien, pour le vivre probablement déjà vous-même. Et donc les loyautés renvoient davantage au lien d'attachement sécurisé, plus qu'au lien biologique. Je crois qu'il faut que nous l'entendions. Et puis la dernière chose que je n'ai pas le temps de rendre compte aujourd'hui largement, c'est tout ce qui est lien d'attachement horizontaux. Ce que j'appelle les liens d'attachement horizontaux, ce sont bien sûr les liens de fratrie, par exemple. Comment est-ce que ces liens de fratrie peuvent vivre, peuvent exister, alors même que parfois les enfants sont séparés? On en parlait hier soir, notamment entre intervenants. Il semblerait que par contre les nouveaux médias vont jouer un rôle dans ce maintien des liens d'attachement horizontaux. C'est-à-dire les jeunes utilisent par exemple aujourd'hui leur portable pour rendre compte de leur vie quotidienne ailleurs et envoyer des petites photos à leurs frères et sœurs qui sont placés en établissement ou dans une famille d'accueil. Mais c'est vrai que ces liens d'attachement horizontaux sont à penser. Parce que parfois, nous voyons des enfants qui dépriment, qui se désespèrent, non pas parce qu'ils ont été parfois éloignés de leurs parents, mais bien parce qu'ils étaient parfois la figure d'attachement eux-mêmes d'un enfant plus jeune, et qu'on a des enfants qui, par exemple, retournent en visite médiatisée, non pas pour voir leurs parents, mais parce qu'ils savent que leur petit frère ou leur petite sœur a besoin d'eux,
et a besoin de leur présence auprès d'eux. Pour les enfants qui accueillent, juste deux mots, puisque c'est vrai qu'eux aussi, somme toute, sont en première ligne et qu'ils ont eux aussi des droits à l'enfance, et que leur enfance est peut-être parfois perturbée, je dirais, par l'arrivée des enfants de la protection de l'enfance. J'ai envie de dire qu'évidemment c'est à géométrie très variable. La loyauté parfois est totale entre enfants accueillis et enfants accueillants. Parfois on est au contraire sur des rivalités qui sont des rivalités rudes. Mais c'est vrai que j'ai rencontré parfois des binômes où j'ai envie de dire qu'on ne fait guère la différence entre enfants placés, enfants accueillis, enfants accueillants. Ils forment véritablement une fratrie très forte, où j'ai envie de dire que la filiation là aussi est élective, c'est-à-dire tous les enfants qui arrivent dans cette famille ne se deviendront pas des frères et sœurs, mais ceux qui seront élus par contre seront vraiment élus énormément, voire surconfirmés. Donc surconfirmés dans le sens où dans ce cas la famille d'accueil est très vigilante par exemple pour que l'enfant accueilli fasse partie des temps forts de la famille d'accueil, notamment les naissances, les décès, les fêtes, entre autres, et on s'aperçoit qu'en effet, cette famille elle a pris un nouveau visage et probablement une nouvelle configuration. Donc, en conclusion, je dirais ceci, je dirais que nous avons des théories, mais ces théories, elles ont été élaborées à un moment donné, parfois le temps est passé, donc nous devons les revisiter, et notamment les revisiter parce que notre société bouge, et qu'il suffit de regarder autour de soi pour voir qu'il n'y a pas que les enfants en protection d'enfance qui ont des affinités électives ou qui démarquent, si vous voulez, une famille qui soit autre. Prenez les familles recomposées, vous verrez que si vous demandez à des enfants de faire un dessin de famille, on est parfois surpris du dessin qu'ils nous font. C'est-à-dire, il y a des figures qui sont présentes, d'autres qui sont absentes. La famille est mouvante aujourd'hui et je pense que nous devons du coup développer une clinique de l'intervention qui s'appuie sur l'expérience, sur le vécu expérientiel des enfants, d'où l'intérêt peut-être de les équiper et de faire monter cette parole qui est une parole qui reste quand même très singulière mais aussi très méconnue. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous laisse vivre à la fin.